la parole. Voilà. Bon, on va pouvoir démarrer. Merci beaucoup. D'accord, bon bah enchantée à tous et à toutes, ravie d'être là parmi vous. Donc voilà, je représente la Maison des Artistes aujourd'hui. Donc nous, la Maison des Artistes, on est une structure d'accompagnement à la professionnalisation des artistes auteurs. Donc on a toute une offre de services qu'on propose, donc une mission de renseignement. Donc tout ce qui va être sur les questions juridiques, comptables ou un peu plus large d'accompagnement. Donc l'accompagnement, on va vraiment avoir tout ce qui va être des ressources en fait au métier d'artiste, donc des webinars, des documents qui sont réservés à nos adhérents et du coup qui justement aide par exemple comment organiser une exposition à l'étranger, etc., etc. Les thèmes sont assez larges. Ensuite, on a une offre de formation qui vient de se lancer et que bon là j'en parlerai pas trop parce que c'est vraiment mon collègue Loïc Vola qui est justement qui a créé cette structure là, donc je ne vais pas m'aventurer dessus parce que j'ai peur de dire des bêtises. Et ensuite, on a des partenariats professionnels, donc c'est-à-dire qu'on offre des réductions et des avantages à tous nos membres. Donc l'adhésion, elle est de 34 € par an et elle vous permet d'avoir accès à l'ensemble de ces services donc qui sont dans la structuration de la vie professionnelle en tant qu'artiste-auteur. Donc là, voilà, ça c'est nos horaires. On les trouve assez facilement sur Internet. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des questions en particulier sur leur statut ou des choses bien précises et qu'on n'a pas forcément le temps de répondre aujourd'hui, parce que bon, ça peut arriver même si on est peu nombreux et que je pense que le format question-réponse est le plus intéressant. On est quand même joignable par mail à renseignement@lamaisondesartistes.fr. Donc ça, voilà, pour en revenir. La formation professionnelle, bon bah ça c'est mon collègue, mais comme j'ai dit, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est vraiment l'outil qu'il a mis en place. Mais voilà, comme on voit, il y a des modules de la formation, de la nature des activités, les bonnes pratiques, la déclaration qui se fait en ligne, le droit d'auteur et l'écosystème. Donc ça, c'est certaines des formations qu'on a mis en place. On a mis aussi en place des choses comme préparer sa retraite, comment préparer son héritage, parce qu'à savoir, le droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'artiste pour ses ayants droit, avant de tomber dans le domaine public. Donc, forcément, c'est des questions auxquelles on fait en sorte de répondre et qui sont, mine de rien, assez fréquentes, même si c'est des thématiques qu'on n'aime pas trop aborder. Elles sont quand même importantes. Donc, hop Et là. Victoria, ces formations, elles sont gratuites, payantes, elles sont en présentiel, en distanciel, comment on y accède? Alors, pour le coup, l'outil de formation qui a été mis en place, en fait, il vient d'être mis en place cet été. Je vous Ah oui, avoue que j'aurais c'est tout beaucoup de nouveau. mal à Ok. parler. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Si le plus simple, je pense que je peux vous faire un retour par mail ou mon collègue Loïc Vola vous fera un retour par mail du coup sur les modalités de cette formation parce que je préfère vraiment pas en parler, sachant que j'ai vraiment pas été formée dessus, j'ai juste eu des échos, donc je veux pas dire de bêtises. Ok, ok, non mais très bien, merci. Voilà. Donc après, dans les outils professionnels, on a Artistes Contemporains qui est du coup un annuaire professionnel qui met en relation du coup structure, artistes et qui nous a été assez utile par exemple dans le cadre des JNA, donc les Journées nationales des artistes qui ont eu lieu le week-end dernier. Donc c'était la première édition. On était assez content d'avoir pu mettre ça en place. Et MDA Data, donc qui est un service de blockchain. Donc en fait, ça permet d'horodater ses créations. Donc tout simplement, on met la photo d'une de ses créations. Ça permet de lui donner comme un petit tampon d'identité et en cas de litige avec quelqu'un d'autre, donc par exemple usurpation d'une œuvre, utilisation frauduleuse, ça permet du coup de prouver
qu'on est bien le premier à l'avoir fait. Voilà, il y a d'autres façons de protéger le droit d'auteur, mais c'est vrai que l'horodatage est quand même la plus simple. Donc voilà, donc là pour en revenir à... Là, je vous ai présenté la Maison des artistes, donc voilà, c'est, c'est, c'est fait. Et il y a toutes les informations aussi qui sont auteur. Donc le statut artiste-auteur, c'est entrepreneur individuel. Donc dans les entrepreneurs individuels, il y a plusieurs catégories. C'est pour ça qu'il y a souvent des personnes qui confondent avec la micro-entreprise. Donc ils nous disent des absurdités comme je suis micro-entrepreneur artiste-auteur, ce qui n'existe pas. Voilà. Donc voilà, c'est un statut d'entrepreneur individuel et plus précisément de profession libérale non réglementée. Donc, comme toutes les professions libérales, vous avez la possibilité d'avoir différentes options fiscales. Je vais tout de suite passer aux options fiscales parce que je pense qu'elles sont quand même assez importantes. Et comme on est avec déjà des personnes qui sont familiarisées à qu'est-ce que l'entrepreneuriat, je pense que parler de l'INPI, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante. Donc voilà, dans les professions libérales, il y a le régime micro, donc micro BNC, et la déclaration contrôlée. Il y en a un troisième qui va être le traitement et salaire, mais ça, je vais en reparler dans 5 minutes. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le micro BNC, c'est un régime qui est simplifié, donc qui demande très très peu de comptabilité. Vraiment, on a la majorité des gens qui sont en début d'activité qui préfèrent choisir ce régime, à savoir que c'est pas forcément le plus avantageux, mais que c'est beaucoup plus simple de passer de la déclaration contrôlée que à la micro BNC. Voilà, ça c'est la petite particularité. Donc, pas une grosse comptabilité, taux d'abattement fixe. Le taux d'abattement est de 34% et il est majoré de 15%. Donc, ça, c'est comme ça que vont être calculées les cotisations sociales. Je sais, c'est pas la partie la plus sexy, mais c'est hyper important. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces 34%, on va considérer que c'est les dépenses en lien avec l'activité professionnelle. Donc, on va prélever des cotisations sociales. Oui. Ah, attendez, je coupe le micro. Pas de souci. Du coup, on va prélever des cotisations sociales que sur une partie du chiffre d'affaires, en déduisant ça. Et la déclaration contrôlée, c'est un peu plus fastidieux. Ça demande d'avoir une très bonne comptabilité et d'être un peu à l'aise. C'est pas insurmontable, mais il faut quand même un peu de dextérité. Victoria? La Oui. tomate, elle peut être bien regardée. J'ai une question de Laurence qui demande pourquoi c'est majoré de 15%. Pourquoi c'est majoré de 15%? Eh ben, c'est une excellente question et j'avoue que je n'aurais même pas la réponse et que les raisons restent très obscures. On a essayé de demander à l'URSSAF et honnêtement, on a trouvé personne qui nous répondait à la chose. D'ailleurs, ce qui est un peu étrange, c'est qu'en fait, on parle de 16,2% du coût des cotisations sociales. Quand, dans ce qui va concerner la micro-BNC, comme il y a le taux d'abattement, le calcul le plus simple, c'est en fait de considérer que on va vous prendre, du coup, sur la totalité de votre chiffre d'affaires, 12,3% de ce montant-là en termes de cotisation sociale. Sauf qu'effectivement, il y a ce calcul-là, donc ça correspond à 16,20% après abattement et majoration. Mais la façon de faire le plus simple, c'est que par exemple, si vous avez fait 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est de prévoir que en fait, vous aurez à payer 123 euros de cotisation sociale. Donc, pour le calculer, on fait 1000 euros fois 0,123, où on se réfère à la calculatrice URSSAF. Ça, c'est pour la micro-BNC.
La déclaration contrôlée, en réalité, effectivement, c'est plus complexe, mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on déduit l'ensemble des frais professionnels. Alors, selon les secteurs d'activité, c'est vrai que c'est plus ou moins intéressant. Par exemple, les auteurs du livre, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante, mais tout ce qui va être les pratiques plastiques, même photographiques, ça va être très intéressant. À savoir que dedans, si vous travaillez depuis chez vous, vous pouvez déduire même une partie de votre loyer. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, mais c'est vrai que c'est une comptabilité un peu lourde quand on est en démarrage. C'est pas forcément la chose à laquelle on a envie de se confronter, mais et à savoir que si on est en déficit, le déficit s'impute sur l'ensemble du foyer fiscal. Donc voilà, si votre conjoint ou votre conjointe ou que sais-je a beaucoup beaucoup d'impôts à payer, ça peut être intéressant d'avoir une petite réduction d'impôts en déduisant du coup une partie du loyer, une partie de les factures, une partie de tout ce qui va être achat professionnel. Il y a aussi au kilométrage. Vraiment, il y a énormément de choses qui sont déductibles dans la déclaration contrôlée. Il me faudrait, je pense, 3 heures pour faire la liste de tout ce qui est déductible. Et ensuite, il y a du coup le traitement et salaire. Donc le traitement et salaire ne demande pas forcément d'être déclaré sur l'INPI. En réalité, ça, c'est très répandu, par exemple, chez les auteurs de l'écrit qui sont rémunérés par une maison d'édition. Et la maison d'édition, en fait, va payer les cotisations sociales à leur place auprès de l'URSSAF des artistes auteurs. Donc, ils vont même pas avoir besoin de se déclarer. Il y a très très peu de cas où un diffuseur paye les cotisations sociales. C'est possible. Nous, on conseille généralement de déclarer soi-même parce qu'on a eu pas mal de soucis de manquement à ces obligations de la part des diffuseurs. Donc c'est voilà, c'est au risque et péril malheureusement cette partie-là. Donc je vais revenir du coup sur l'ensemble des activités artiste-auteur maintenant que j'ai fait une grande digression sur la fiscalité. Mais c'est vrai que c'était intéressant de parler de fiscalité parce que vu le statut très particulier de l'artiste-auteur, ça faisait sens de le dire là tout de suite. Donc voilà, donc dans artiste-auteur, il y a 5 branches de la création. Il y a les auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques. Donc dedans, il va y avoir aussi compris ce qui va être la traduction, l'adaptation, voilà. Ensuite, il y a les auteurs d'œuvres d'art plastique, plasticiens, designers, scénographes, graphistes, illustrateurs. Ah oui, aussi dans les auteurs d'œuvres, il va y avoir aussi les auteurs. Là, ça va être un peu entre les auteurs d'œuvres audiovisuelles et les auteurs littéraires. Il y a maintenant le jeu vidéo. Le jeu vidéo maintenant fait partie du coup du statut artiste-auteur, comme la création de contenu, qui sont du coup des nouveaux métiers euh, du coup des nouveaux métiers de la branche artistique. Et du coup, c'est vrai que parfois ils sont un peu euh, entre deux branches. Ensuite, du coup, les auteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, ça, voilà, tout ce qui va être vidéo, cinéma. Les auteurs d'œuvres chorégraphiques, sonores, musicales. Là aussi, il va y avoir pas mal de particularités. Je pense que comme il n'y en a pas aujourd'hui, on va peut-être pas tellement en parler parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas où il y a des doubles statuts. Donc, forcément, chorégraphique, musical et audiovisuel, il y a statut artiste-auteur intermittent. Et ça, c'est encore une particularité. Et ensuite, les auteurs d'œuvres photographiques. Donc ça, voilà, c'est les 5 branches. Donc, concernant donc, la déclaration d'activité, ça elle se fait sur le guichet unique de l'INPI. Le statut artiste-auteur est compatible avec
enfin, est compatible avec la plupart des autres statuts. Il y a juste dans certains cas où il faut demander des dérogations, normalement pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique, qui doivent demander une dérogation à leur rectorat, à leur caserne, etc., etc. Euh, je, je, est-ce que vous avez des questions sur certaines particularités du statut artiste-auteur? Il y a une question, il y a William Oui, qui demande si ces 5 branches ne sont pas cumulables. tout à fait. Elles sont totalement cumulables. En fait, il faut une seule déclaration. D'accord. Lors de la déclaration sur l'INPI, le mieux c'est de ne pas être trop précis au moment de détailler son activité. Je sais, c'est contre-productif, mais en fait, l'INPI va lire que les 3 premiers caractères. La seule chose qu'il va falloir, c'est en fait quand on fait la déclaration URSSAF. Donc la déclaration URSSAF, elle se fait une fois par an, comme les impôts. Donc il faut déclarer l'ensemble des revenus. D'accord. Et au moment de la déclaration URSSAF, il faudra préciser la nature de l'activité. Donc, par exemple, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui peuvent être un peu hybrides et du coup, il faut être sur, on va dire, la chose la plus proche dans la déclaration. Par exemple, si vous avez fait, je vais prendre un exemple très concret qui m'est arrivé dans ma déclaration URSSAF de cette année. Donc, du coup, c'était la déclaration de mes revenus 2024. Et en fait, j'avais fait de la réalisation d'images 360 pour un professionnel. Là, effectivement, c'était pas vraiment cinématographique, c'était pas vraiment de la vidéo. Donc, ce que ça se rapprochait, c'était de la création d'images, tout simplement. Donc, en fait, j'ai vraiment pris au plus simple ce qui correspondait le plus parce que bah, les artistes sont de plus en plus pluridisciplinaires et ont de plus en plus de mélange de pratiques dans leur pratique artistique. Et c'est vrai que parfois, ça devient un peu compliqué au moment de la déclaration, mais vous n'avez pas à mettre toutes les activités. Si vous êtes auteur de l'écrit et plasticien, vous n'avez pas à déclarer 2 activités. Vous n'en déclarez qu'une. Vous pouvez mettre artiste, auteur, plasticien au moment de la déclaration et ça sera très bien. Ça sera même mieux. Tout à fait. Moi, la question que je voulais vous poser également, c'était, enfin voilà, je pense que pour la plupart d'entre nous, on va être également producteurs, donc on va être amené à distribuer ou au moins à produire nos œuvres en société en parallèle. La question, c'est en fait comment on fait quand on est en fait, sur cette espèce d'hybridité entre les supports. Voilà, moi, je me posais la question de savoir si en fait, limite, je ne vais pas avoir une société en parallèle qui gérait en fait la vente de logiciels, l'édition de logiciels de loisirs pour du jeu vidéo ou pour de l'animation 3D, pour ce qui est de l'œuvre audiovisuelle, avoir une société de production. Donc en fait, si on cumule à chaque fois ces différentes sociétés, ça fait beaucoup. Et moi, je voudrais savoir si en fait on peut avoir en tant que société, on a aussi ce droit à l'hybridité en fait. Et plus encore aujourd'hui, où en fait finalement avec tous les nouveaux formats qui arrivent, on n'a pas le choix que de rajouter de l'interactif ou du numérique dans les projets, quoi. Oui, alors effectivement, là, ça va être un peu tant que ça va être votre une société. À savoir que en fait, en tant qu'artiste-auteur, vous avez le droit de autoproduire, autodiffuser. Le problème, c'est par exemple si vous travaillez avec d'autres intervenants, là, il vaudra mieux avoir une société avec laquelle vous vous rémunérerez vous-même en tant qu'artiste-auteur, parce que du coup, ça va être vraiment 2 structures différentes. À savoir que en tant qu'artiste-auteur, vous êtes une personne physique et qu'une société est une personne morale. Donc là, la question va vraiment se poser selon l'évolution de votre structure par rapport aux jeux vidéo. Donc pour le moment, en fait, vous allez pouvoir le faire qu'en artiste-auteur. Ce qui serait le mieux, du coup, je suis désolée, je vous vois pas à l'écran, c'est un peu perturbant. Je suis Excusez-moi, que j'ai ma avec caméra qui est complètement dysfonctionnelle.
Non, non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai juste mon PowerPoint, donc ça fait un peu bizarre. Ce que vous pouvez faire, c'est nous envoyer un mail. Comme ça, on pourra vraiment revenir sur tous les éléments très précisément. Parce que c'est vrai que du coup, dans votre cas particulier, ça va être un peu compliqué. Là, vous allez être confronté Très à bien, je vraiment, vous et remercie. sachant qu'en plus, le jeu vidéo, c'est quand même une pratique artistique qui vient de rentrer dans le statut que très récemment. Donc, du coup, c'est vrai que c'est encore quelque chose qui fait encore un peu débat dans les institutions. Donc, c'est pour ça, si, pour vous répondre au mieux, voilà, vous nous envoyez un mail avec du coup où vous vous situez dans votre activité, là exactement comment vous allez la développer, et nous, on va vraiment revenir sur chaque élément avec vous, étape par étape. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, n'hésitez pas, hein, parce que là, en plus, je vois que le temps passe à une vitesse. Donc, si vraiment il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir ou des cas particuliers, là, dans le cadre du jeu vidéo, c'est vrai que c'était très compliqué. Mais s'il y a des cas particuliers, des inquiétudes que vous avez sur lesquelles vous voulez bah, échanger, c'est, c'est le bon moment. Bon. Bah, dans ce cas, on va continuer. Je vais revenir à la partie qui va être intéressante. Bah là, du coup, par rapport à cette question, je pense que ce qui pourrait être intéressant, ça serait de revenir du coup sur le cumul d'activités. Parce qu'effectivement, ce que je vous disais, c'est qu'en tant qu'artiste-auteur, on a la possibilité d'avoir plusieurs activités professionnelles. À savoir, vous pouvez être totalement artiste-auteur et un autre statut de travailleur indépendant. Donc, par exemple, vous pouvez cumuler artiste-auteur et micro-entrepreneur. Ça, c'est ce qui est le plus commun. Ce qui est le plus commun. C'est-à-dire que pour tous les artistes-auteurs qui vont aussi faire de l'utilitaire, parce que l'utilitaire ne rentre pas dans le statut artiste-auteur, sauf petite exception pour la papeterie et les formes d'auto-édition, qui ça rentre dans le statut artiste-auteur, mais ou les rémunérations en droit d'auteur. Donc il y a toujours des petits moyens de tricher. Par exemple, on a des artistes-auteurs illustrateurs qui du coup veulent avoir leurs illustrations sur d'autres supports que papier ou informatisé, tote bag, etc. Il y a certaines structures qui permettent du coup de ne pas imprimer par soi-même et du coup de percevoir une rémunération en droit d'auteur, comme des plateformes telles que Etsy, qui font beaucoup ça. Et ça, effectivement, ça rentre dans le statut artiste-auteur. Mais c'est vrai que tout ce qui va être utilitaire ne rentre pas dedans. Donc, on voit beaucoup des artistes-auteurs micro-entrepreneurs. On a aussi des artistes-auteurs qui ont une activité d'une autre profession libérale, notamment les thérapeutes. Tout ce qui va être thérapeute, qui du coup ont leur activité de thérapeute, sont indépendants et derrière ont une activité d'artiste-auteur où ils exercent à côté. Donc ça, voilà, c'est totalement possible d'avoir les deux statuts. Donc la seule particularité, c'est que du coup, on a deux espaces sur ça, donc double déclaration, parce que le taux de cotisation ne va pas être le même d'un statut à l'autre. Donc voilà, pour les micro-entrepreneurs, il y a différents niveaux de cotisation sociale. Pour les artistes-auteurs, il est fixe, c'est 16,2 après abattement. Donc, selon qu'on soit en déclaration contrôlée ou en micro-BNC, voilà, ça va être différent le taux d'abattement, mais il est fixe. Après, pour les micro-entrepreneurs, il y a différents stades de, euh, euh, de cotisation sociale.
Donc ça, voilà. Donc, il faut déclarer bien au bon URSSAF les bons revenus. Quand on est indépendant et artiste-auteur, on a le même siret et les factures doivent se suivre. Ce qui est un peu la particularité. Donc, le mieux, c'est de préciser en haut des factures si c'est artiste-auteur ou de l'autre activité pour se faciliter un peu la vie au moment de la déclaration de revenus. Sinon, c'est un peu le bazar. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être indépendant. J'ai une question à vous poser par rapport à ça. Oui. Je voudrais savoir si donc on doit avoir deux comptes bancaires distincts pour les deux activités qui sont complémentaires, ou on peut avoir un seul compte bancaire pour l'ensemble de ces activités. Et vous parliez tout à l'heure des 77% du micro BNC en maximum. Est-ce que en fait c'est avec les deux opérations cumulées, ou c'est chaque opération l'une après l'autre qui a un abattement chacune avec un maximum de 77 000 euros en termes de revenus? Alors ça, c'est pour la micro BNC. À savoir que les plafonds ne sont pas cumulables. C'est-à-dire que si vous dépassez par exemple le plafond en tant qu'artiste-auteur, mais pas en tant que micro-entrepreneur, vous n'aurez pas besoin de changer votre statut de micro-entrepreneur. Par contre, vous devrez passer en déclaration contrôlée pour artiste-auteur. Et pareil pour la TVA, c'est-à-dire que si vous dépassez le seuil de la TVA, en tant qu'artiste-auteur, vous n'êtes pas obligatoirement assujetti à la TVA. Pareil pour tous les entrepreneurs individuels, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'il y a un montant à partir duquel ça devient obligatoire. Chez les artistes-auteurs, comme chez les autres professions libérales, il va être de 50 000 euros, le seuil. Et chez les micro-entrepreneurs, il va être un peu plus bas, mais je ne saurais pas vous dire de combien, parce que je sais qu'à un moment, ils voulaient le passer à 25 000 euros. Donc voilà, ces seuils ne se cumulent pas. Concernant les comptes en banque, c'est pas, vous devez pas tout de suite en début d'activité avoir un compte en banque dédié à l'activité artiste-auteur. Par contre, si vous dépassez les 10 000 euros de chiffre d'affaires, effectivement, là, ça devient obligatoire d'avoir un compte en banque dédié. C'est pas obligatoire, par contre, que ce soit un compte en banque professionnel. Et là, c'est là où ça va être un peu flou d'un point de vue légal. C'est-à-dire que les banques, effectivement, vous diront que chaque activité doit avoir son compte en banque. Honnêtement, c'est pas forcément une obligation, mais c'est vrai que ça peut être plus simple d'un point de vue de gestion. Mais si par exemple vous voulez avoir qu'un seul compte en banque pour l'ensemble de vos activités, il me semble que c'est totalement faisable. Parce que Merci vous beaucoup. avez le même numéro de siret, parce que ça va être le même endroit, donc Je vous remercie. je vous en prie. Donc ça, voilà. Après, cumul, forcément, bah, tout type d'entreprise est cumulable avec un salariat. Donc, il faut juste que ça rentre pas en concurrence. Ça, évidemment, on le prévient tout de suite. Vous avez même pas, à vrai dire, en toute honnêteté, vous avez même pas besoin d'en avertir votre patron si vous avez une activité d'artiste-auteur à côté. Parce que tant qu'elle ne rentre pas en concurrence avec bah, votre autre activité, c'est-à-dire par exemple, bah, je reviens à mon cas précis, vous êtes salarié à la maison des artistes et artiste-auteur à côté, ça va pas rentrer en concurrence. Bon, évidemment, j'en ai parlé à ma hiérarchie, mais ce n'est pas une obligation s'il n'y a pas concurrence. Ça va être plus compliqué, par exemple, si vous êtes graphiste et que là, vous travaillez pour une boîte de graphistes et que vous vous lancez en tant qu'artiste-auteur pour faire de l'illustration. Là, effectivement, ça peut être concurrent et ça peut être très mal perçu par l'entreprise. Et quand vous êtes dans de la fonction publique, là, vous êtes obligé d'en alerter, du coup, bah, votre... comment ça s'appelle? Zut. Employeur. Oui, 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 bah, votre employeur ou votre rectorat, enfin, c'est surtout pour la fonction publique, c'est très particulier, mais ça, c'est vraiment que les gens qui sont dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est totalement cumulable.
Généralement, les employeurs n'ont pas de problème avec le fait que leur employé ait un double statut. Et heureusement, J'allais dire, ils peuvent voilà. refuser. Non, ils peuvent pas refuser. Par contre, c'est vrai que ça peut devenir compliqué, comme je donnais l'exemple de un graphiste qui est dans une boîte de graphisme et qui va se lancer en tant qu'artiste-auteur pour faire de l'illustration. Si ça rentre en concurrence et que du coup il vole des clients, il peut être licencié. Ça peut être un motif de licenciement. Ok, merci. J'ai une question à propos de ça. Oui, Vous m'entendez? Oui, 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 allez-y. je vous ai. Ok. Je suis en école d'ingénieur et j'ai un stage à faire en fin d'année pour valider mon diplôme. Sauf que je demande aussi le statut Ah, ça a d'étudiant coupé. entrepreneur. Ah oui? Oui, excusez-moi, c'est un peu coupé, je suis désolée. C'est moi qui m'excuse. Euh, donc je disais, je vais demander le statut d'étudiant entrepreneur. Je dois faire un stage en fin d'année. Je sais pas encore exactement quelle, de quelle forme va prendre mon statut administrativement parlant, mais est-ce que dans le cadre d'un stage, ça peut être considéré comme de la concurrence, le fait que, bah, par exemple, si je décide je compte faire du jeu vidéo, donc si je décide d'être, d'avoir un statut d'artiste-auteur dans le jeu vidéo et que je travaille pour une boîte de jeux vidéo, mais pour un stage, est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas dans ce cas-là? Mmh, franchement, dans un stage, non, parce que vous n'êtes pas assez implanté dans une entreprise pour que ça puisse vraiment poser problème. Le mieux, ça sera quand même de le signaler au moment où vous allez commencer votre stage. Mais honnêtement, ça devient pas de la concurrence parce que en fait, vous n'allez pas travailler sur les mêmes projets. Là, le truc où ça peut être de la concurrence, c'est vraiment si vous allez pouvoir vous servir d'une base de données qui vous a été fournie par l'entreprise. C'est que en fait, vous allez faire du vol de clients pour votre structure. Dans le cadre d'un stage, honnêtement, ça, c'est, enfin, déjà il y a peu le temps, et puis en plus, généralement, voilà, c'est pas enfin, après on peut vous embaucher derrière et tout ça, mais c'est vrai que vous n'êtes pas un salarié comme tel. Ouais, ok. Oui, c'est vrai que j'ai Vous pas le n'êtes pas statut de vraiment. salarié, donc ok. Oui, vous n'êtes pas vraiment en concurrence. Enfin, vous n'êtes pas dans une forme de trahison envers l'entreprise ou vous devez pas une forme de loyauté à une entreprise quand vous êtes en stage. Mhm. Alors, je déteste parler de loyauté dans l'entreprise, mais entre guillemets, voilà, vous n'avez pas besoin vous n'êtes pas obligé d'en avertir votre employeur. Si ça rentre en concurrence, c'est vrai que ça peut être très très mal perçu. Mais honnêtement, ça va vraiment dépendre de votre cas. Moi, bah forcément, dans la maison des artistes, c'était très facile de dire, au fait, je suis artiste-auteur à côté. Je sais que j'ai des amis qui sont artistes-auteurs à côté et qui n'en ont absolument pas alerté leur employeur. Et il n'y a jamais eu de problème avec ça. Ce n'est pas une obligation, sauf dans la fonction publique, parce qu'il vous faut une dérogation. Il y a Ok, juste d'accord. une clause de non-concurrentialité. Et là, la clause de non-concurrentialité qui est dans toutes les entreprises, c'est que en fait, vous ne vous servez pas de votre statut pour voler des gens, auquel cas vous vous confrontez à la possibilité d'un licenciement. Mhm. Ok, merci. Donc, je vous en prie. Bon, en dehors du salariat, il y a aussi le statut artiste-auteur est aussi cumulable avec du coup le chômage. Alors, en tant qu'artiste-auteur, vous cotisez pas pour le chômage. Ça, c'est vraiment du salariat où vous, en fait, vous allez avoir les droits au chômage. Comme vous êtes indépendant, c'est pas un droit que vous vous ouvrez. Par contre, effectivement, vous ouvrez tout ce qui va être sécurité sociale, indemnité journalière selon combien vous avez cotisé. Oh mince, pardon.
Mon téléphone qui devient fou. Euh, donc, où est-ce que j'en étais? Pardon, ça m'a fait bugger. Je suis désolée. Donc, en fait, oui, voilà, vous n'allez pas vous ouvrir des droits au chômage, mais vous allez vous ouvrir des droits à la formation. Donc, la formation, ça va être l'AFDAS. C'est pas la même formation que pour les salariés où c'est vraiment le CFE, le compte formation professionnelle. L'AFDAS, c'est hyper intéressant. Il y a des formations qui sont géniales. Euh, je sais pas s'il y a des. Ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même des amateurs de technologie parce qu'il y a le jeu vidéo. Mais par exemple, il y a la photo avec drone. Ça, c'est en formation avec l'AFDAS. Il y a vraiment des choses qui sont assez pépites. Donc, ça vaut vraiment le coup de regarder quand on a ce statut-là d'artiste-auteur pour, pour ce type de formation qui sont quand même assez fun. Vous allez vous ouvrir du coup le congé maternité-paternité, mais pas de droit au chômage parce que tous les indépendants, que ce soit micro-entrepreneurs, que ce soit profession libérale réglementée, n'ont pas de chômage. Donc ça, voilà. Vous pouvez cumuler par contre votre statut avec le chômage et vous n'êtes pas obligé de déclarer vos revenus artiste-auteur à votre conseiller France Travail. Ça, c'est à savoir. La seule chose qu'ils peuvent vous demander, c'est si vous avez eu des revenus accessoires. Alors, il y a deux types de revenus en tant qu'artiste-auteur. Il y a les revenus principaux et les revenus accessoires. Les revenus accessoires, ça va être des revenus qui ne sont pas vraiment artistiques, mais qui vont être dans la continuité de votre profession artistique. Par exemple, des conférences. Quand vous parlez pas de votre œuvre, ça va être du revenu accessoire. Des cours. Si vous donnez des cours de graphisme, c'est pas vraiment que vous produisez quelque chose artistiquement, mais vous transmettez un savoir. Donc, ça sera des revenus accessoires. Il y a différents types de revenus accessoires. D'ailleurs, j'ai une slide avec la différence sur les revenus accessoires. Et voilà. Donc voilà, les revenus dits principaux, c'est les revenus issus de la conception, la création, l'utilisation ou la diffusion de ces œuvres. Quand on parlait tout à l'heure aussi du fait de diffuser et de ne pas avoir l'obligation du coup d'avoir une autre structure à côté pour faire de la diffusion de sa propre création, ça rentre totalement dans le statut artiste-auteur. Donc ça ça en fait partie. Et les revenus accessoires, donc c'est dans le prolongement de l'activité. Il faut aussi, il y a juste deux petites particularités pour avoir des revenus accessoires. Il faut avoir fait au moins un revenu principal dans l'année ou deux l'année précédente, peu importe le montant, et ne pas dépasser un chiffre d'affaires qui est de 1200 fois le SMIC horaire, ce qui correspond à 14 256 euros. Voilà, ça c'est vraiment la particularité des revenus accessoires qui vont être, eux, à déclarer du coup à France Travail. C'est aussi possible de cumuler le statut artiste-auteur avec le RSA. Par contre, effectivement, comme... alors, si vous avez des revenus artistiques et que vous percevez des aides, des allocations chômage ou des aides de France Travail, en fait, ces aides sont par rapport à un ancien salariat. Donc, en fait, peu importe le type de revenu que vous allez avoir, peu importe si ces revenus augmentent, vos allocations ne seront pas touchées. Tout ce qui va être allocation chômage ne seront pas touchées. Parce que bah, du coup, elles ne dépendent pas de votre activité artistique, elles vont vraiment dépendre d'un ancien salariat. Par contre, c'est pas forcément le cas, même pas du tout le cas pour tout ce qui va être les allocations de la CAF. Comme la CAF, les allocations sont basées sur le foyer fiscal. Dès qu'il y a des rentrées d'argent, vous devez les déclarer à la CAF. Donc, effectivement, si vous percevez par exemple le RSA, l'AAH, si vous avez une grosse rentrée d'argent à un moment, ils peuvent être impactés. Il y a toujours moyen de faire en sorte d'éviter de perdre ses droits au RSA quand on a un statut artiste-auteur.
par exemple, vous pouvez faire une facture payable en plusieurs fois pour pas avoir une trop grande rentrée d'argent. Bon, c'est des petites choses qui sont un peu voilà, on va dire à la limite, mais qui vous permettent de pas du tout perdre vos droits parce que c'est vrai que les revenus artistiques ne sont pas par définition constants. Donc parfois vous pouvez avoir des grosses rentrées d'argent, parfois pas du tout. Et ça, malheureusement, vous n'y pouvez rien. Et c'est vrai que c'est très difficile de du coup justifier quand on reçoit ou qu'on perçoit des allocations de cette fluctuation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, a priori, non. En tout cas, pas dans le chat. Ah, ah c'est pas vrai. Pas dans le chat. Ah, j'ai accès au chat. Non. Bon, bah, c'est fou, j'ai été très claire. Bon, bon, enfin, je suis partie, mais je trouvais ça assez. Enfin, ça a l'air compliqué, mais c'est clair. Donc, enfin, de ce que je comprends, en fait, en gros, chaque situation est unique et il faut se poser la question à chaque fois, quoi. C'est ça. En plus, là, pour le coup, c'est qu'on a vraiment des personnes avec des profils très très différents qui, de ce que j'ai compris, il y a une personne qui est dans l'illustration. L'illustration, ça, il n'y a pas de souci, ça fait partie du statut artiste-auteur. Vous avez le droit à l'auto-édition et à l'auto-diffusion en tant qu'artiste-auteur. Donc, vous n'êtes pas. Il y aura juste les illustrations, les originaux et ceux qui ne sont pas originaux. Donc, par exemple, si vous produisez un grand nombre d'illustrations, vous n'aurez pas besoin de les numéroter et de les signer, mais du coup, ça sera de l'auto-édition. Donc, ça sera plus des illustrations originales. Mais ça, effectivement, il n'y a pas de, ça, il n'y a pas trop de questions à se poser concernant l'illustration, si ça rentre bien dans le statut artiste-auteur ou pas. Effectivement, les questions à se poser, ça sera sur le régime fiscal. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas tellement anodin, donc il vaut mieux prendre le temps d'y réfléchir. Voilà. Pour le jeu vidéo, ça vient de rentrer dans le statut artiste-auteur. Enfin, je crois que c'est rentré il y a quelques années, mais c'est quand même assez récent. Donc c'est vrai, dans tout ce qui va être le domaine du jeu vidéo, il y a quand même de grosses particularités. Donc voilà, j'invite monsieur à m'envoyer un mail. Je vais laisser l'adresse mail dans le chat. Et du coup, n'importe qui peut vous contacter pour un peu vous exposer la situation pour que, enfin, leur activité, etc., pour que vous fassiez une sorte de conseil sur le statut le plus adapté, on va dire le montage le plus adapté à la situation, c'est ça? Exactement. Exactement, parce que selon les statuts, ce qu'on a, je très particulier, notamment chez les artistes-auteurs qui sont aussi artistes-interprètes et qui du coup passent par des associations ou d'autres structures pour leur intermittence, mais en même temps comment faire valoir leurs droits d'auteur. Ça vraiment, ça va être du cas particulier sur lequel on va vraiment pouvoir prendre le cas de la personne et du coup explorer les options que cette personne a par rapport à bah, sa particularité, son projet professionnel et du coup les structures avec lesquelles elle travaille. Mais c'est surtout par rapport à son projet professionnel. Euh, voilà. Oui, du coup, justement, j'allais te demander des artistes qui sont dans des associations ou dans des sortes de collectifs, je sais pas, des troupes de théâtre, etc. Donc, je suppose qu'il doit y avoir une structure juridique pour gérer la partie, je sais pas, j'y connais pas, je connais pas bien, peut-être la partie production, mais ça n'empêche qu'à l'intérieur, chacun doit avoir un statut artiste-auteur.
Pas tout le monde. Les comédiens, c'est pas du tout artiste-auteur, c'est artiste-interprète. Eux, ils dépendent de l'intermittence. Donc, en fait, c'est comme une forme, enfin, c'est une forme de salariat. En fait, les comédiens vont avoir des CDDU. Pareil pour les musiciens. Quand ils sont sur scène, ils vont avoir des CDDU, donc c'est-à-dire des contrats à durée déterminée dits d'usage. Donc, c'est du salariat, mais c'est une forme de salariat un peu particulier qui dépend de l'intermittence, donc une forme de continuité des revenus. Dans une association, normalement, surtout dans le théâtre, euh, il va y avoir du coup différents corps de métier qui vont pas dépendre du même statut. Donc il va y avoir les comédiens qui, eux, vont être de l'intermittence. Ensuite, il va y avoir les auteurs, les scénographes et les costumiers qui sont un métier de la scénographie, qui, eux, vont être artistes-auteurs. Donc, Ok. si d'ailleurs, parfois, il peut y avoir des auteurs qui se produisent aussi sur scène, là, ils vont avoir une double rémunération. Ils vont percevoir du droit d'auteur et de l'intermittence. Et les deux sont cumulables. Ça, c'est dans le cas d'une troupe de théâtre. Par exemple, aussi, il y a des choses où il y a des projets où plusieurs personnes travaillent ensemble, notamment les auteurs du livre et les illustrateurs. Voilà, les albums jeunesse, c'est des endroits où ça se regroupe énormément. Donc ça, il va y avoir soit une rétrocession d'honoraires, donc il y a totalement la possibilité que un artiste perçoive l'ensemble de la rémunération et reverse sa partie par rétrocession d'honoraires à l'illustrateur ou à l'auteur, ou alors la double facturation à la maison d'édition, ou si c'est de l'auto-édition, la possibilité de créer une association pour percevoir les revenus et partager les revenus ensuite entre les deux personnes. Et enfin, dans ces cas-là, on est d'accord que c'est hyper important de faire des contrats entre les personnes, les structures, etc. Toujours, 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 toujours faire attention aux contrats. Nous, on a un service juridique à la Maison des Artistes, donc qui est réservé aux adhérents. Et fou, le nombre de problèmes qui auraient pu être évités par la rédaction d'un contrat est assez affolante, notamment dans tout ce qui va concerner le droit d'auteur. C'est pas parce que vous recevez une rémunération et que vous cédez une heure que c'est à vie. Et au contraire, et c'est pas parce que vous avez bu un coup avec la personne et que ça s'est très très bien passé, que amicalement ça se passe bien et que ça match, que ça va matcher toute la vie. Non, mais c'est très important parce qu'il y a des gens, ils se Ouais. retournent et ils disent ah, mais je comprends pas, j'aurais jamais pensé ça de cette personne. Voilà, mais pareil pour les voisins de Ligonesse. Hein. Donc, Non, mais ça, ne pas attendre le pire pour prévoir le pire. Effectivement, dans tout ce qui va être la cession de droits d'auteur, il y a des modèles de contrat. Nous, on a des modèles de contrat qu'on met à disposition et que vous pouvez télécharger et faire à votre sauce. Donc, ce qui est important dans la cession de droits, c'est la temporalité, le lieu et le support. et Parce la que c'est portée géographique, j'imagine. la portée géographique aussi. Parce que là, par exemple, l'un des trucs qu'on a le plus commun, c'est des artistes-auteurs, notamment des illustrateurs, qui vont faire une illustration pour, je prends souvent cette chose-là, mais pour un, une étiquette d'un produit. Et d'un coup, ils se rendent compte 15 ans plus tard que en fait, leur étiquette est toujours produite et qu'en en fait, ils n'ont pas touché aucune rémunération entre-temps ni rien. Voilà. Si rien que celle qui a fait le logo Nike, si elle avait fait un contrat de cession de droit d'auteur, et bah elle serait multimilliardaire, multimillionnaire. Donc voilà, comme quoi il faut toujours s'en prémunir. Et j'ai une question, peut-être enfin, du coup, les montants là, des rémunérations qui sont reversées en termes de droits d'auteur, c'est réglementé. Il y a des, je sais pas, il y a des sortes de règles un peu dans chaque
qu'un des domaines ou des professions? Comment on le détermine? Alors, la rémunération, elle est à l'appréciation de l'artiste. C'est vrai qu'on peut trouver sur Internet des barèmes par profession. Le mieux, c'est de vraiment se tourner auprès des unions ou des syndicats de chaque profession pour se faire un peu une idée du barème qu'on peut appliquer. Par exemple, pour la scénographie, qui eux peuvent demander un pourcentage sur la billetterie si la pièce de théâtre et du coup leur scénographie est amenée à être reproduite sur toute une saison et sur plein d'endroits différents. Ils peuvent demander un pourcentage sur la billetterie et ce pourcentage est généralement réglementé. Et ça va être l'union des scénographes qui pourra y répondre. Pour les graphistes, ça va être pareil. Il va y avoir toujours, ça sera toujours à l'appréciation de l'artiste. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux regarder sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui échangent par rapport à ça et comment essayer d'être à peu près concurrentiel sans se faire avoir. Ouais. Parce que ça, il y a beaucoup, quand on démarre, on a tendance à ne pas se faire confiance et à proposer des factures très très basses par rapport au temps de travail que ça va demander. Et après, on se rend compte que ça va pas. Et quand la personne veut vous réembaucher et que là, vous voulez proposer une facture bien au-dessus, ah bah c'est la soupe à la grimace. C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça il faut vraiment s'en référer aux unions, aux syndicats de chaque profession qui, du coup, eux, vont proposer des barèmes. Il y a aussi des calculatrices. Il y a la calculatrice Astre, du coup, qui permet, par exemple, sur les droits de représentation qui sont, du coup, des revenus principaux en tant qu'artiste-auteur, à savoir que le fait que vous soyez présent à une exposition ou à un vernissage, normalement, vous pouvez demander une rémunération. On le fait pas, voilà, on le fait très très peu. Euh, parce qu'en fait c'est tellement peu répandu et c'est tellement compliqué en ce moment d'avoir des expositions que du coup on a très très peur d'exiger un petit pécule, mais c'est un droit. Et il y a justement la calculatrice Astre qui peut servir un peu à faire tampon. Donc voilà, c'est sur internet. Je vais peut-être vous mettre le lien si je le retrouve. On s'éloigne un peu des statuts, mais ça me paraît hyper important de redire qu'en fait, enfin, finalement, on va dire sur une Voilà. entreprise Alors, classique, on va parler de la proposition de valeur de l'entreprise qui va être créée, mais en fait, vous, votre proposition de valeur, c'est votre activité artistique. Donc, en fait, c'est votre valeur en tant qu'artiste et c'est ça qu'il faut absolument protéger et monnayer. Donc, de par la propriété intellectuelle ou de par voilà, enfin, des droits divers et variés, mais surtout, en fait, enfin, j'ai envie de dire d'encadrer ça et de protéger ça. Et voilà. c'est ça que vous monnayez. Donc, c'est hyper important. C'est pas, enfin, je vais un peu exagérer, mais oh, tiens, on est hyper content déjà qu'on s'intéresse à son travail et du coup, on va dire, bon, mais c'est pas grave si on ne paye pas. Bah non, en fait. Non, non, c'est hyper important. Et pour en revenir, d'ailleurs, c'est vrai que c'est très, très compliqué parce que comme c'est un métier passion et comme tous les métiers passion, on estime que c'est du plaisir. Et c'est vrai que c'est le cas. On prend beaucoup de plaisir à pouvoir exercer sa passion. Cependant, du coup, beaucoup d'institutions et beaucoup de personnes vont penser que parce que vous êtes artiste-auteur, parce que vous êtes créateur de jeux vidéo, parce que vous créez des illustrations pour des cartes, vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche. Et ce n'est pas du tout le cas, donc c'est toujours très important de faire revaloriser ses droits, de toujours se renseigner par rapport à son secteur d'activité et aux unions qui existent, l'union des illustrateurs, l'union des scénographes, pour en fait justement vous servir à faire appui. Et plus on sera nombreux à dire aux institutions, à dire aux employeurs, non, non, en fait, ça c'est mes droits, moins ils tenteront d'en abuser.
en Oui, enfin, fait. c'est vos droits et c'est votre travail. De la même façon qu'il y a un salarié, vous, enfin, c'est le travail de l'artiste qui doit être rémunéré. Ah oui, totalement, totalement. Non, enfin, j'insiste toujours, mais je trouve ça hyper important. Non, non, mais vous avez totalement raison d'insister parce que c'est vrai que, bah oui, c'est un travail et tout travail mérite salaire. Et voilà, notamment, bah, quand on parlait de cession de droit, bah, le fait de toujours limiter dans le temps, c'est pas parce que vous avez été payé que en fait c'est bon, vous donnez tous les droits et tous les supports. Vous pouvez très bien dans une session de droit d'auteur dire bah c'est d'accord pour que vous le mettiez sur votre Instagram mais pas sur Facebook. Ou je veux surtout pas que ça soit sur Twitter parce que je suis contre Elon Musk. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Et d'ailleurs, dans le droit d'auteur et dans les droits que les artistes ont, il y a le droit de repentir. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez accordé un droit d'auteur que c'est tant pis pour vous. C'est-à-dire que même si vous avez signé une session sur un an avec une entreprise et que avant la fin du contrat, elle tient des propos qui vont totalement à l'encontre de vos opinions politiques, vous avez le droit de repentir. Ah, super, Ah non, mais c'est pas très connu, mais ça existe le droit de repentir. trop bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions des... Et du coup, pour toutes ces questions-là, la Maison des artistes peut aider, du coup, sur la partie juridique, hein, c'est ça? Alors, tout ce qui va être juridique, comptable, social, tout ce qui va être l'environnement artistique, nous, on est là pour aider. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai pas pu tellement m'attarder sur le cas de William, qui est très très intéressant. Donc, vraiment, par mail, on va tout décortiquer. Mais nous, on est là pour faire de l'accompagnement, donc on laisse pas les gens complètement démunis. Ce qu'on a énormément en ce moment, par exemple, c'est des personnes qui sont étrangères et qui du coup, Oui. voilà, parce que le monde va mal, je vais pas le cacher, n'importe qui a une radio ou une télé le voit. Donc il y a beaucoup de personnes qui immigrent et notamment pour des raisons politiques et qui ont une activité artistique. Et du coup, nous, on fait vraiment de l'accompagnement de ces personnes-là, de la structuration de leur activité en France, même sans être étranger, le fait de structurer son activité. On va pouvoir répondre à des questions même sur comment préparer une exposition à l'étranger, sur les règles de TVA en Allemagne. Oui, il y a des particularités avec la TVA, même si vous Ok. êtes non assujetti à la TVA, à savoir qu'à l'étranger, vous allez pouvoir, enfin, malheureusement, vous aurez quand même la TVA à prendre en compte à l'étranger. C'est pour ça qu'il faut un numéro intracommunautaire et il faudra faire une déclaration en France pour récupérer cette TVA. Mais ça, c'est des choses très très particulières et c'est vraiment au cas par cas. Donc voilà, nous on est là pour répondre à tout ce panel de questions. Et du coup, c'est artiste, artiste interprète, auteur, tous les types Alors d'artistes, on est d'accord. nous, ça va être vraiment artiste-auteur. Ah d'accord, ok. Après, c'est vrai qu'on a certains artistes-interprètes qui viennent nous voir pour nous poser des questions, mais c'est quand ils ont justement la double casquette. Et quand on n'est pas artiste-auteur et qu'on est artiste, je sais pas, d'autre chose, je sais pas si c'est possible, on va voir qui. Alors, les artistes-interprètes qui vraiment dépendent que de l'intermittence, ça sera nos copains de Arsena, Ok, du coup, qui sont à peu près notre équivalent, mais dans ce qui vont être les arts de la scène. ok, super. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoute, il n'y a pas l'air. Bon, bah, Attends, si, pour adhérer à la Maison des artistes, quand même, comment on fait? alors, pour adhérer à la Maison des artistes, on peut le faire directement en ligne. Donc, sur notre site internet, je vais voir si je vais pas le partager.
tout l'écran, partager. Donc, on va aller sur notre site internet. Alors, la Maison des artistes. Et là, vous voyez adhérer plus. Et tout en bas, là, vous avez le formulaire à remplir avec du coup les 34 euros, la photo pour avoir la carte et le document attestant d'une affiliation. Pardon. D'une affiliation au régime social des artistes auteurs. Pardon, il n'y a pas de micro. J'ai dit, il faut adhérer pour avoir vos conseils, etc. Ou n'importe qui peut avoir les conseils sans adhérer. Alors, nous, en fait, on a une permanence téléphonique qui est sur place, du coup, qui est ouverte à tous et inconditionnelle. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin d'adhérer pour nous poser des questions. Par contre, l'adhésion, elle permet d'avoir accès à l'ensemble de nos ressources. Nous, voilà, sans être adhérent, vous aurez accès à tout ce qui va être renseignement de notre part, le mail, les appels sur place pour répondre à des questions. Mais par contre, vous n'aurez pas accès au modèle de contrat, vous n'aurez pas accès au rendez-vous comptable, social, juridique, pas accès à l'ensemble des documents adhérents. Mais non, on a un accueil inconditionnel. Sur place, c'est les jeudis et vendredis. Donc, les jeudis, c'est de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Et les vendredis, c'est juste le matin, donc de 10h à 12h30. Et concernant le téléphone, c'est les lundis, mardis, mercredis de 10h à 12h30. Mais alors, le mieux, c'est quand même de nous contacter par mail parce qu'en fait, on n'est que trois à prendre le téléphone. Et comme c'est sur toute la France, ça peut être très compliqué. Ah oui, c'est... Oui. Ok. Oui, nous avoir en ligne, c'est un peu compliqué. On est en train de réfléchir à peut-être prendre la prise de rendez-vous téléphonique pour simplifier, plus fluidifier. Mais c'est vrai que le mieux, c'est quand même de nous écrire parce que comme on a beaucoup d'appels sur toute la France, on peut répondre à des questions de façon assez ponctuelle, mais on a très très peu de temps. Donc si c'est vraiment sur le régime fiscal et un truc très très précis sur la déclaration d'activité, on va être très très rapide. On n'aura pas le temps de vraiment prendre un moment privilégié. C'est souvent mieux par mail. Ok. Et vous nous parliez de... Vous allez y avoir une offre pour les étudiants, non? Il y a quelque chose de spécifique pour les étudiants? Pas encore? Alors, on est en train de commencer. Effectivement, on va faire une adhésion pour les étudiants. Donc voilà, s'il y a des étudiants qui veulent adhérer à la Maison des artistes, c'est possible. Notre offre étudiante, on est en train de la développer. Donc pour le moment, il faudra passer par moi pour les adhésions étudiants. Donc voilà, moi je vais voir exactement avec ma directrice qu'on pourra mettre en place si vous avez des étudiants du coup qui seraient intéressés pour adhérer. On pourra vous faire un bulletin adhésion peut-être un peu en amont de la structure étudiante. Voilà, mais on est en train de développer cette offre-là et en fait, ça sera la MDAC. Et on est en train de justement voir tout ce qui peut être intéressant en termes même de partenariat. Donc, si jamais il y a des étudiants là qui sont dans le chat, qui ont des idées de partenariat, bah, je suis preneuse. Voilà, mais on est encore en train de la développer. Ok, super. Bah, et puis c'est pareil, si vous voulez nous laisser, parce que je suis pas sûre qu'on ait tous vos emails, si vous voulez qu'on vous envoie les infos là dès qu'on les aura pour pouvoir avoir cette offre étudiante de la Maison des Artistes, n'hésitez pas à nous laisser vos mails dans le chat au cas où on ne les ait pas. Et de toute façon, on vous enverra du coup le support si tu es d'accord, Victoria, et du coup le replay de ce webinaire pour que vous ayez toutes les infos
Et puis après, je sais pas, hein, pourquoi pas un partenariat Pépite France et la Maison des Artistes pour nos étudiants entrepreneurs. À voir, on verra. Mais avec grand plaisir. Je vous avoue que je suis un peu pas tellement habituée à faire des webinaires, donc c'est un peu une sorte de première pour moi. Donc j'espère avoir été assez claire et assez concise. Mais voilà, si jamais vous avez des questions ou des choses à nous faire remonter, on est très disponible et bienveillant.